Le ministre de la Réconciliation et de la Paix sur les lieux du drame à Djalassagou, Dessagou, Djanwali et Ségué. Sur place, le colonel Ouagé apporte le message de soutien des autorités de la transition, particulièrement celui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux victimes et aux blessés. L'Office du Niger gratifie ses meilleurs producteurs. 5 lauréats viennent de recevoir des équipements des mains du ministre du Développement rural. Un autre signal fort du gouvernement pour cultiver davantage l'excellence dans le monde agricole pour plus de production. Lutte contre la migration irrégulière. La Maison de la Presse et l'UNESCO s'engagent pour un partage d'expériences et d'initiatives. C'est à la faveur d'un forum et on fera le point dans ce journal avec Abdul Karim Kaba. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. De la pluie sur Bamako et environ cet après-midi, comme température enregistrée 23 degrés Celsius. Plus de détails après cette édition dans les informations météorologiques. Ibrahima Djambeli, bonsoir. Bonsoir, Alou Traoré. Un peu frisqué ce soir. Absolument. Nous avons profité quand même d'une très belle journée de pluie. Tout à fait. Vous êtes là donc pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres présidé par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et c'est à vous. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Et sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale et son plan d'action 2022-2026. Le gouvernement a pris acte de la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale lors de la session du Conseil des ministres du 27 mai 2022. Le document de stratégie vise notamment à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectorielle pour la mise en œuvre des actions du gouvernement et de ses partenaires afin de renforcer et de promouvoir la réconciliation, la paix et la cohésion nationale. Le projet de décret adopté ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées dans le plan d'action. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale d'inclusion financière du Mali et son plan d'action 2022-2026. Le gouvernement a pris acte lors de la session du Conseil des ministres du 27 mai 2022 de la stratégie nationale d'inclusion financière du Mali et son plan d'action. Cette stratégie vise, entre autres, à assurer l'accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés à coûts abordables et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. L'adoption du présent projet de décret ouvre la voie à la mise en œuvre des actions retenues dans le plan d'action. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement. Nous le rappelons ici, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, c'est le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Petit a, le Conseil des ministres a approuvé la nomination de 189 sous-préfets. Cette mesure fait suite à la nomination de plus de 200 représentants de l'État constitués notamment de directeurs de cabinet, de conseillers à la sécurité et à la protection civile, de conseillers aux affaires administratives et juridiques, de conseillers aux affaires économiques et financières, de préfets, de premier adjoint au préfet, de deuxième adjoint au préfet. Elle s'inscrit dans le cadre du retour de l'administration et des services sociaux de base, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones affectées. Parmi les représentants nommés figure un nombre important de personnels issus des forces de défense et de sécurité, cela dans le but d'assurer une présence effective de l'État dans un environnement complexe. Le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre le redéploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire national. Petit B, le Conseil des ministres a pris note des axes
et de la méthodologie d'élaboration du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi que de celui des élections. Cette méthodologie basée sur la recherche de l'inclusivité et du consensus est conforme à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À cet effet, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en collaboration avec le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et les ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles rencontrera les partis politiques et les organisations de la société civile pour échanger sur le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles ainsi que celui des élections. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Vous continuez à les observer, non, ces mesures? Ah oui, bien sûr. Voilà, et nous sommes vaccinés ici. Tant mieux. Merci et ça beaucoup. sera tout pour ce soir. Bonne suite du journal. Merci beaucoup, Ibrahima. La suite donc de ce journal, un mot du séjour de la délégation ministérielle sur les lieux du massacre à Djalassagou, Dessagou, Djanweli et Ségué. Auparavant, elle était au chevet des blessés à Mopti. Aujourd'hui, elle s'est rendue dans les localités victimes de cette attaque barbare afin de constater l'ampleur du drame. Sur place, le colonel Ouagué et les autres membres du gouvernement apportent le message de soutien des autorités de la transition, particulièrement celui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux victimes et aux blessés. Oumar Maïga, correspondance. Après l'attaque terroriste sur les populations des villages de Djalassagou, Djanweli, Déguessagou et Ségué dans le cercle de Bankas, région de Banyangara, 4 membres du gouvernement se sont rendus sur le terrain, à savoir le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, de la santé et du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et de celui délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés. Objectif, transmettre le message de soutien et de compassion du président de la transition et du peuple malien. La mission est de faire une évaluation sur la situation humanitaire. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en dépêchant cette mission, il nous a fait accompagner par une enveloppe symbolique de 20 millions. Non seulement pour assister la population démunie, une meilleure prise en charge des blessés et aussi contribuer à renforcer la résilience des familles victimes. La délégation ministérielle a fait un tour d'horizon de la ville pour constater de visu les dégâts causés par les assaillants sur les différents sites et s'est inclinée sur la mémoire des illustres disparus. Une fois de plus, c'est de rassurer la population de Djalassagou et environnant que le peuple malien reste à leur côté dans ces circonstances douloureuses. De les rassurer qu'il ne restera pas impuni, d'où l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. Cette barbarie des individus sans foi ni loi ne saurait dévier le gouvernement et les forces armées et de sécurité de leur noble mission, à savoir assurer la sécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Et nous continuons de recevoir des communiqués de compassion à notre rédaction, la conférence épiscopale et la communauté catholique du Mali, le mouvement patriotique pour le renouveau, l'association malienne des droits de l'homme, la plateforme Anko Mali Dron. Yeroulou debout sur les remparts, le M5RFP, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, le Parti malien pour la démocratie sociale, l'association Dantal do Kaural Poulakou, le Parti pour le renouveau et le développement, le mouvement Émergence 223, le mouvement Veille citoyenne, l'Amsounen, le Parti pour la solidarité et le progrès, le collectif des ressortissants du cercle de Koulikoro, le mouvement pour un destin commun, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, l'association Batou Nieta, l'association pour le développement du Séno Bankas, le Parti Coram, la plateforme Vision Bouillé pour le Mali, Génération pour
pour la patrie et la République, l'Amicale des retraités du service des eaux et forêts, le mouvement patriotique pour le développement, le collectif intégrateur des Jimochag et alliés de la région de Tombouctou, tous condamnent avec fermeté les attaques survenues dans le cercle de Bankas et appellent les Maliens à l'union sacrée. Et toujours dans la région de Mopti, on parle de paix plus que jamais. La conférence épiscopale du Mali et catholique et Relief Service prennent leur bâton de pèlerin pour la consolidation de cette paix tant recherchée et aussi le vivre ensemble. Les deux organisations ont organisé une journée intitulée Initiative pour la paix au Sahel. Idrissa Keïta pour plus d'explications. Les évêques de Burkina Faso, du Niger et du Mali s'engagent pour la paix et la cohésion sociale. Cette journée est appelée SPI, Initiative pour la paix au Sahel. Pour ce faire, les médias catholiques seront au cœur de l'action. Prières, messages de sensibilisation, prestations artistiques et culturelles, lâcher de la colombe de la paix sont entre autres temps forts de cette journée. Devant le tissu social qui se fragilise de jour en jour, devant les attaques, les enlèvements interminables, devant les tueries, les villages brûlés qui augmentent chaque jour le nombre des veuves et d'orphelins, nous ne pouvons plus nous taire. Malheur à nous si nous jouons la politique de l'autruche. Nous, femmes catholiques, sommes désormais interpellées à ramener ce climat d'antan en cultivant l'amour, le pardon, la non-violence, car les armes comme solution, nous l'avons constaté à ses limites. Cette initiative est de nature à contribuer au renforcement de la paix et du vivre ensemble, a fait savoir le gouverneur de la région de Mopti. La réconciliation est un moyen de dénouement des crises et des divergences. C'est une voie adoptée pour restaurer la paix, la concorde et la quiétude entre les belligérants. Cette réconciliation, cependant, serait infructueuse tant que les parties concernées ne communiquent pas entre elles. Les intervenants ont aussi salué l'engagement de la conférence épiscopale du Mali et des catholiques et Relief Service CRS pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Ici à Bamako, cérémonie de passation de commandement, elle se fait entre le commandant sortant de l'EITM Mali, mission d'entraînement de l'Union européenne, et le nouveau, le chef d'état-major général des armées, était présent. Nouhoum Sissoko, reportage. Le général de brigade tchèque Radek Hassala succède au général de brigade autrichien Christian Rieuner à la tête de l'EITM mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali. La cérémonie de passation de commandement entre le commandant sortant qui achève son mandat de 6 mois et le nouveau a regroupé les frères d'armes du Mali et de l'EITM. C'est à mes supérieurs, mes soldats, mes partenaires maliens et de G5 Sahel de m'assurer le succès de mon commandement. Je ne peux que vous assurer d'avoir fait de mon mieux afin de remplir ma mission. Nous avons un objectif commun. Il ne s'agit de rien de moins que d'assurer la paix et la prospérité de votre pays et la sécurité de ses populations. Le général de brigade Christian Rieuner a été décoré par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, de la médaille de chevalier de l'ordre national à titre étranger, au nom du président de la transition. Il a aussi reçu une médaille à lui décernée par l'Union européenne pour ses efforts aux commandes de l'EITM. Beaucoup reste à accomplir et d'énormes défis sont devant nous. Ces défis qui nous attendent sont clairs. Maintenir d'excellentes relations avec nos partenaires pharma et avec la communauté internationale, tout en assurant la mise en œuvre du mandat de la mission, ceci dans un environnement sécuritaire très instable qui fait des victimes presque quotidiennes dans les rangs des forces présentes, dans les rangs de la population civile, sur le territoire malien, mais aussi dans toute la région du Sahel. Auparavant, un dépôt de gerbes a été fait à la mémoire des soldats maliens et étrangers tombés sur le champ d'honneur.
Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2022 en cours, une séance plénière se tiendra le vendredi 24 juin 2022. L'ordre du jour porte sur les points suivants. Questions orales adressées à Madame le ministre de l'Éducation nationale par Monsieur Adama Fomba, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile par Monsieur Aboubakar Siddiq Fomba, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population par M. Aboubakar Siddiq Fomba. Délibération sur les projets de loi. Communication. Les travaux vont débuter à partir de 9h dans la salle Djilibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Et dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le Japon accompagne le Mali dans sa quête d'État autosuffisant. Il vient de mettre à la disposition du Mali des vivres à travers le programme alimentaire mondial pour près d'1,5 milliard de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre de l'assistance alimentaire japonaise au titre de l'année 2020. Noum Sissoko nous en parle. 120 tonnes de poissons en conserve et 667 tonnes de riz. C'est l'appui alimentaire que le Japon apporte au Mali à travers le PAM, Programme alimentaire mondial. Le don s'inscrit dans le cadre du programme de fourniture de repas scolaires nutritifs et assistance alimentaire intégrée pour les populations vulnérables du Mali. Grâce à cette contribution, le PAM pourra apporter une assistance alimentaire à plus de 122 000 personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire dans les régions du Nord et du Centre, dans le cadre du plan de réponse national 2022. D'un montant total environ 1,5 milliard de francs CFA, ces vivres permettront aux enfants en âge de scolarisation de renforcer leur résilience présente et future et d'avoir accès à l'éducation tout en satisfaisant à leurs exigences alimentaires et nutritionnelles de base pendant l'année scolaire. Ils permettront aussi d'accueillir les populations affectées dans les zones ciblées, y compris les réfugiés et les déplacés internes. Par cet appui, la République du Japon entend soutenir les efforts du Mali en matière d'assistance humanitaire et de protection des populations affectées par la crise. Cette donation, qui n'est pas pour nous le premier geste de bienfaisance, témoigne une fois de plus de l'engagement du gouvernement du Japon aux côtés des autorités maliennes à apporter une réponse à l'urgence humanitaire qui ne cesse de s'accroître dans un contexte national et international des plus défavorables. Pour le diplomate japonais, cette quantité de vivres doit permettre de soulager la souffrance des bénéficiaires en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle pendant la période de soudure. Nous allons revenir sur la remise il y a de cela 48 heures de tracteurs aux producteurs pilotes par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils sont au total 225 producteurs qui ont bénéficié de la subvention de l'État qui constitue les 50%. Et ce soir, nous allons justement parler de l'apport de l'État et de ses partenaires, notamment Toguna Industrie et Mali Tracteur. À noter également l'accompagnement sans faille des producteurs, parmi eux une femme, Aïdara Oumousso. Tamsir Diabaté, Drissa Traoré. 4 milliards 108 millions 750 000 de francs CFA pour 225 tracteurs. Des tracteurs assemblés et montés par Mali Tracteur et Toguna Industrie. Alors, quel est l'apport du gouvernement dans la subvention accordée aux producteurs pour bénéficier de ces tracteurs made in Mali? L'apport de l'État dans cette subvention est extrêmement important. Parce que imaginez un tracteur qui coûte 16 millions ou 17 millions jusqu'à 18 millions. Ça c'est chez nous ici, mais dans les pays environnants, ça va dans les 26-30 millions. Alors, s'il les prend 50%, c'est vraiment pour alléger la souffrance de ces producteurs qui ne cessent toujours de pouvoir relever les défis. Et maintenant, les autres 50% se répartissent de deux façons. 20% comme apport personnel du producteur et les 30% sont donnés par la banque qui est dans le système de production. Alors, ces 30% sont payables durant 5 ans avec une année différée.
il est bon d'avoir l'engrais, certes, mais il faut avoir le matériel adéquat. Toguna, ce n'est plus la mécanisation. Nous tendons vers la motorisation de l'agriculture. Nous voulons accompagner les autorités de la transition pour qu'ils réussissent leur mission. Le gouvernement, sous le leadership du président du Conseil supérieur de l'agriculture, colonel Assimi Goïta, prend en charge 50% du montant global, soit 2 milliards de francs CFA. Et parmi ces 225 producteurs, Aïdara Oumousso en fait partie. Cette productrice cultive 120 hectares de riz à Djoro dans la région de Ségou. Je ne fais que remercier Assimi Goïta et son gouvernement en ces temps difficiles de subventionner un tracteur à 50%, dont les bénéficiaires ont payé 50%. C'est un grand pas pour le Mali. Ça nous permet de faire un rendement plus fiable. Avant, on travaillait avec les charrues, les dabas, ça nous donnait beaucoup de problèmes. Avec le tracteur, ça va nous donner encore plus de rendement. On peut faire beaucoup de choses avec ce tracteur. On peut faire les labours, le transport. Ça nous permet aussi de faire travailler les enfants, éviter l'exode rural. Et puis, ça assure la sécurité alimentaire au Mali. Aïdara Oumousso, au nom des producteurs qui ont bénéficié de ces tracteurs, salue les autorités de la transition et leurs partenaires, notamment Toguna et Mali Tracteur. Toutes choses qui dénotent de l'engagement des autorités à faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Mali. Oui, Tamsir Diabaté, une réalité et ce tout signal fort du gouvernement à l'endroit du monde agricole. L'Office du Niger gratifie les meilleurs producteurs de ces zones. 5 lauréats reçoivent ainsi des équipements agricoles composés entre autres de motoculteurs, de séchoirs, de batteuses et de moulins. Cette remise non précise à Ramata Konaté et Karamoro Traoré vise à cultiver davantage l'excellence dans le monde agricole pour plus de production. Un reportage. Des remises de prix en guise d'encouragement des meilleurs producteurs et organisations paysannes. Au titre de la campagne 2021-2022, Elhaj Ouedraogo de Kolongo se taille la part du lion dans la catégorie meilleurs producteurs individuels. Premier avec un rendement d'environ 9 tonnes à l'hectare, il reçoit un motoculteur équipé et un semoir. Bakari Katile de Kémassina et Gaoussou Diarra de Kolongo, respectivement 2e et 3e de ce concours, avec un rendement de 8 tonnes 92 et 8 tonnes 78 à l'hectare. Le second lauréat a eu droit à un motoculteur équipé et le 3e, une faucheuse semi-motorisée. Catégorie productrice individuelle, Tata Koulibaly de Kémassina se classe première avec un rendement de 8 tonnes 18 à l'hectare et gagne un moulin, un séchoir et accessoires. Ne b'o kala hectare kelen bɔra mugan ne b'o de kala ne bɛ welewelekan min bila sɛnɛkɛla tɔw ma ne kɔni b'a fɛ bɛɛ pour que an ka se ka to kɛnɛya yɛrɛ la an k'an jija farafinnɔgɔ in na. Concernant les organisations paysannes, la première place revient à la coopérative d'Anaya de Kourimari. La valeur totale, c'est 13 550 000 francs, donc composé de 2 motoculteurs, d'une faucheuse, d'une batteuse, d'un chessoir, d'un moulin voilà, et d'un semoir à 4 rangées. Ça me rappelle l'école, parce qu'avant, l'émulation à l'école, c'était les prix qu'on donnait aux meilleurs. Donc c'est dupliqué ici au niveau du monde rural pour inciter le monde rural à produire plus. On invite aussi les exploitants agricoles qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette année de travailler, de suivre les conseils qu'on va leur donner pour qu'ils puissent vraiment aussi avoir soit primés l'année prochaine. Des critères ont prévalu au choix de ces lauréats. Parmi ces critères, le rendement à l'hectare, le paiement de la redevance avant la date limite, le respect des conseils de l'encadrement, la tenue régulière des assemblées et réunions statutaires. Ce concours a concerné l'ensemble des zones de l'Office du Niger.
Nous allons rester dans la cité de Balanzan pour nous imprégner des conditions de travail des différentes unités de production artisanale et textile de Ségou. Le ministre de l'Artisanat était en visite d'inspection et de rencontre d'échange avec les acteurs du domaine. Cette sortie lui a permis de recenser les problèmes, mais occasion lui a été offerte de féliciter la chaîne de transformation du coton malien pour le travail abattu. Jacqueline Dako. La première étape de la visite du ministre en charge de la culture a concerné le centre Ndomo, où des jeunes s'évertuent à la valorisation du coton à travers le Bogolan. Ici, comme au village artisanal et à la tapisserie Nileni, des femmes fabriquent savamment des produits de qualité à base du coton. Après le centre Ndomo, celui de Sénignesi qui reçoit Andogoli Guindo. Cette structure évolue dans le domaine du Bogolan et de la saponification. Et enfin, le Centre de recherche et de la formation pour l'industrie textile, Cerfitex, accueille le ministre Guindo. Partout, nous avons été impressionnés par le savoir-faire des artisans maliens qui sont d'une prolificité extraordinaire. C'est des artisans qui sont pétris de génie, mais qui manquent parfois de moyens. Au niveau des différentes structures, le ministre a pu s'imprégner des conditions de travail des acteurs du secteur. Le visiteur du jour en a également noté les atouts, mais aussi les difficultés. Nous sommes venus relever les préoccupations essentielles de ces artisans pour voir dans quelle mesure nous pourrions apporter des solutions appropriées pour booster ce secteur-là qui est aujourd'hui confronté au problème d'emprisonnement en fil de tissage. Le Cerfitex déjà est à l'œuvre pour la fabrication des fils de tissage permettant l'approvisionnement du marché national jusqu'à au moins 70% pour couvrir les besoins de consommation en fil de tissage. Le ministre Andogoli Guindo quitte les différentes structures avec une assurance gouvernementale, celle devrait à rehausser davantage l'image de l'industrie textile malienne. Direction la Mecque, où les premiers pèlerins maliens sont arrivés pour le Hajj 2022. Cette année, quelques 6000 fidèles venant du Mali sont attendus pour le pèlerinage, filière gouvernementale et privée confondue. Des délégués chargés de l'encadrement sont déjà sur place et se chargent de l'accueil et de l'installation des pèlerins qui ont déjà commencé à se rendre à la mosquée pour prier. Voilà des images de l'arrivée des pèlerins maliens à la Mecque pour le Hajj 2022. Bon pèlerinage à tous. La Maison de la Presse et l'UNESCO s'engagent pour un partage d'expériences et d'initiatives dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Un partenariat qui se noue autour d'un forum d'échange sur la gouvernance des migrations au Mali, opportunités, défis, impact des actions et initiatives. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. La migration irrégulière représente un défi pour l'UNESCO et la Maison de la Presse. C'est pourquoi elles sont dans le projet Autonomisation des jeunes pour la lutte contre la migration à travers les médias au Mali. Cela nous permettra de mieux comprendre la politique nationale initiée et mise en œuvre par les autorités du pays en collaboration avec les différents partenaires. Il s'agit également de connaître les résultats obtenus et les défis à relever. Ce forum d'échange sur la gouvernance des migrations au Mali, opportunités et défis, impact des actions et initiatives va outiller les hommes des médias afin de sensibiliser sur les risques et les opportunités migratoires en Afrique. Ce forum qui nous réunit consiste en fait à renforcer les capacités des professionnels des médias à rendre compte de la migration, tout en promouvant des normes et des bonnes pratiques en matière de droits de l'homme et des approches genre et inclusives dans la couverture de cette question dans les pays cibles. La presse a été saluée dans ses efforts dans la lutte contre la migration irrégulière. Je me réjouis de la tenue de cette rencontre et cela à plus d'un titre, notamment du fait qu'elle soit organisée par des hommes et femmes, des médias dont le rôle est capital dans le traitement de l'information, et également la pertinence de la thématique retenue pour faire une bonne évaluation des actions engagées
dans le domaine de la migration dans notre pays. Des jours durant, le forum sera une occasion de créer un cadre d'échange et de partage des impacts des actions et initiatives mises en œuvre au Mali sur la migration. Et cette assemblée générale ordinaire du Conseil national des ordres professionnels du Mali, plusieurs sujets à l'ordre du jour, comme par exemple jeunesse, conséquences de l'utilisation du tramadol et du chicha. La rencontre était présidée par le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Mamadou Fane, compte rendu. Mission et attribution du Conseil national des ordres professionnels du Mali, c'est le thème de cette journée du CNOPM couplé à son assemblée générale ordinaire. Il s'agit pour les membres du CNOPM de faire le bilan administratif de leur organisation. Les ordres professionnels composant le CNOPM participent doublement à la création des richesses. D'abord en tant qu'acteur économique créateur de richesses, ensuite en tant qu'experts qui agissent et conseille les autres contributeurs. Les ordres professionnels, en plus de leur mission sectorielle, aident les ministres à mieux organiser l'exercice des professions. Au cours de cette rencontre, les différents membres du CNOPM ont présenté aux participants les missions et attributions de leurs organisations respectives. Le gouvernement a adopté un cadre stratégique de la refondation de l'État pour la période 2022-2031, intégrant l'ensemble des recommandations au nombre de 517 issues des Assises nationales de la refondation. Ce cadre stratégique nous offre l'opportunité de renforcer la participation des ordres professionnels à la vie publique et aux décisions engageant la vie de la nation. Dans cette perspective, nous serons très attentifs aux conclusions et recommandations des travaux de la présente journée de réflexion. Les membres du Conseil national des ordres professionnels du Mali contribuent à donner leur expertise au gouvernement dans leur domaine de compétences. Ils sont consultés pour avis avant l'adoption des textes et lois. 15 000 volts endommagés pour cause d'incendie. L'incident s'est passé cet après-midi à la centrale EDM de Balengue et au poste des cellules de transformateurs de la Somagep SA. Boubacar Bablé Touré est allé faire le constat. Ses explications. C'est aux environs de 15 heures qu'un incendie a été déclaré à la centrale de Balengue, lequel incendie a endommagé la cellule de 15 000 volts, privant ainsi certains quartiers de la capitale d'électricité. On a observé un dégagement de fumée au niveau du local qui abrite les cellules 30 000 et 15 000. Donc tout de suite, les équipes se sont mobilisées pour vraiment essayer d'éteindre le feu. Mais bon, avec la fumée qui était vraiment à un niveau très élevé. Mais malgré cela, ils se sont investis pour pouvoir vraiment limiter les dégâts qui auraient pu effectivement être causés par cet incendie. Il faut signaler que le groupement mobile de sapeurs-pompiers aussi nous ont vraiment assistés pour pouvoir arriver à éteindre très rapidement le feu qui s'était dégagé dans les cellules, je dirais 15 000. Une partie de notre clientèle est privée d'électricité. Et les dispositions sont en cours pour vraiment reprendre très rapidement la fourniture d'électricité à l'ensemble de la clientèle. Quelque temps après, un autre incendie a été constaté au poste des cellules des transformateurs de la Somagep SA, situé entre la direction générale de EDM SA et la pyramide du souvenir. Un poste qui assure la desserte en eau dans les quartiers de la commune 1 et 2. On a été appelé en urgence par les collègues de l'EDM comme quoi la station a pris feu. Nous avons constaté effectivement que côté électrique, notamment les cellules électriques et les cellules de comptage ont pris feu. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Effectivement, l'unité principale même, qui est les boosters et ses armoires, n'ont pas été affectées par le feu. C'est le lieu de remercier quand même les unités des sapeurs-pompiers qui sont venus à temps pour mettre fin à la propagation de flammes. Les clients qui sont situés vers la commune 2 et 1 vont sentir un peu des coupures d'eau, mais quand même toutes les dispositions seront prises d'ici 72 heures pour que les services redeviennent normaux. Les équipes de EDM SA, tout comme la Somagep, se sont immédiatement mobilisées pour assurer la continuité des deux services pour le bonheur des clients.
Le projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, ou Ben Kounafoni, vient d'être lancé dans la cité des Rails, initié par un consortium pour une durée de 36 mois. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne. Son objectif est d'établir une franche collaboration avec les organisations des médias, les autorités régionales, locales et les partenaires au développement de la région. Moriba Keïta, correspondance. La menstruation constitue un sujet tabou dans notre société. Elle est également une cause d'absentéisme et d'abandon scolaire pour les filles. Il convient de briser le silence qui entoure ces phénomènes physiologiques pour améliorer la fréquentation et les résultats scolaires. La célébration de cette journée est donc une opportunité pour informer, sensibiliser les enseignants, les élèves et la communauté à changer les comportements négatifs autour de la gestion de l'hygiène menstruelle. Elle sert aussi de cadre pour engager les acteurs et les partenaires de l'éducation à soutenir des actions en faveur de la gestion de l'hygiène menstruelle. Selon l'UNICEF, en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante. La même source indique que sur le continent africain, une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant ses règles. Le thème « Engageons-nous pour créer un monde où aucune femme ou fille n'est pas freinée par ses menstruations » n'est pas fortuit. Ce thème interpelle les décideurs à améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire dans le but d'augmenter la fréquentation scolaire des filles, leur participation et leur maintien à l'école, même pendant les périodes de menstruation. Que désormais, la menstruation n'empêche pas les filles de suivre leurs cours et de réussir à l'école. Cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle dans la cité des Rails a pris fin par un sketch de sensibilisation autour de la menstruation animé par le groupe Douba Danse de Caille. Vous l'aurez compris, c'était plutôt là une journée de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles par rapport à la menstruation. Un reportage signé toujours Moriba Keïta. Le groupe Barika a célébré la 23e édition de la quinzaine de l'environnement à Loulou Goukoto dans le cercle de Kenyeba. Saloum Konaté est notre envoyé spécial. Arrêtons de polluer, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. C'est le thème choisi par le groupe Barik pour célébrer la 23e édition de la quinzaine de l'environnement. Lancée le 5 juin au site minier de Loulou Kunguto, la campagne a débuté avec un reboisement aux alentours du site par les responsables de la société et les autorités de la commune de Kenyeba. Cette action témoigne de la volonté de Barik de contribuer à la lutte contre les enjeux climatiques et à la déforestation. L'initiative a été saluée et encouragée par les élus communaux. Nous sommes en train de voir les réalisations depuis 2017. Vraiment, ça a été une réussite. Et vraiment, nous souhaitons quand même que ça puisse continuer, qu'on puisse pérenniser ces actions-là. Pour la bonne mise en œuvre de cette campagne de reboisement, la société entame également des campagnes de sensibilisation sur l'importance du reboisement dans les établissements scolaires de la place pour le développement durable. Notre politique, c'est la préservation et la minimalisation de notre impact. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avons fait une campagne de reboisement. Tout le monde sait que le pays est sous forte pression à cause de la désertification, de la sécheresse qui est le thème de cette année. La quinzaine de l'environnement, c'est une initiative du gouvernement du Mali. Ça nous permet d'entreprendre des activités de protection de l'environnement, de réhabilitation, mais aussi une opportunité pour nous de passer le message à nos travailleurs et à la population malienne sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, nos différents projets par rapport à la protection de l'environnement. Ainsi prend fin cette 23e édition de la quinzaine de l'environnement au complexe minier de Loulou-Gungutu. Et avant de terminer ce journal, faisons ensemble le point Covid de ce jour 22 juin 2022. 5 cas positifs, 2 guéris, 0 décès. 14 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Nous sommes de cœur et d'esprit avec les populations de Badjangara. Demain 13h, Awama Kamara, le 23h sera une présentation de Mariam Kone. Je vous remercie pour votre fidélité à ORTM1. Demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.